Bonjour à tout le monde, je suis Karel Laetitia Kobi, je suis activiste féministe, citoyenne ivoirienne, je suis aussi pro-démocratie et en ces élections, nous observons, nous analysons le processus avec les associations de la société civile. Abderrahmane Cissé, responsable de la communication de la Convention Bosqueuse civile ivoirienne et qui appuie également au niveau de la communication, la mission d'observation électorale de la Convention de la société civile ivoirienne. Tout à fait. Et donc, bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Nous sommes au cœur d'Abidjan, au plateau, et pour discuter de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, on parlera politique. Et à mes côtés, Karel Goli, féministe, activiste, et Monsieur Cissé également, Abderrahmane Cissé, acteur engagé de la société civile. Et ensemble, on reviendra sur l'engagement des femmes en politique. On parlera également de l'engagement des acteurs citoyens en politique, notamment du rôle de la société civile ivoirienne. Nos deux invités nous diront comment est-ce qu'ils voient l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'ils observent la présidentielle et quelles sont les attentes par rapport au nouveau président qui sera élu au soir du 25 octobre en Côte d'Ivoire. D'abord, je me tourne vers vous, Karel Goli. Comment est-ce que vous observez cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire, une nouvelle fête électorale en Côte d'Ivoire? Écoutez, je pense que les élections présidentielles de 2025 sont de grands enjeux. On observe de grandes missions d'observation. On voit le dévouement ou l'intérêt même qui est porté par les plus jeunes. Et je pense que vous conviendrez avec moi que nous sommes en train de passer ainsi. Voilà, nous avons un parti au pouvoir qui a déjà fait une quinzaine d'années. Nous avons une alternance qui se prépare, en tout cas qui est en train d'émerger. Et nous avons des acteurs politiques qui n'étaient pas, on va dire, qui n'étaient pas présents. Ils y sont. On a une opposition qui est plus ou moins engagée. Et des jeunes, des femmes qui sont au cœur de ces élections. Bon, pour moi, c'est vraiment le début d'un renouveau. C'est politique. Et tout à fait, deux femmes à cette élection présidentielle, deux femmes candidates. On parlera de l'engagement des femmes en politique, on y reviendra. Abderrahmane Cissé, vous au niveau de la société civile, comment vous également vous observez ces élections? On sait que la société civile est toujours au cœur des processus électoraux. En Côte d'Ivoire, comment vous observez ces élections 2025 en Côte d'Ivoire? Pour répondre à votre occupation, on se base sur un fait précis, le monitoring et le comportement des médias en période électorale. Ça nous permet de mieux comprendre l'environnement électoral. Et ce qu'on a constaté depuis longtemps, et je le disais, c'est que l'attitude de la violence a été développée. De 90 à maintenant, mais c'est une culture de la violence excessive, ce que je peux appeler la capacité de nuisance des partis politiques. On parle de démocratie, bon, reste à vérifier, parce que rien ne s'obtient aussi facilement. Mais il faut se battre. Et les gens se battent comment? Vous voyez? Donc, en fait, on nous fait comprendre que la politique est liée à la violence, alors qu'il n'en est rien. Je parlais d'une jeune dame tout à l'heure, vénézuélienne, qui a été prix Nobel de la paix. Elle est opposante dans un pays dictatorial. Mais elle ne pratique pas de la violence. Mais il faudra qu'elle serve de modèle à tous nos leaders politiques, à quelque niveau que ce soit. Mais il faudra aussi qu'ils soient prix Nobel de la paix. Vous y pensez? Donc, ce n'est pas d'abord les urnes. Non, d'abord, il faudra qu'il soit prix Nobel de la paix comme cette dame. Et elle porte même, je pense, même le nom de Marie. C'est-à-dire, c'est vraiment important. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, le contexte est un contexte de violence qu'on veut créer ou qu'on crée. Et que c'est-à-dire, les personnalités politiques ne doivent pas être l'apanage de la violence. Voilà pourquoi quand on parle de politique, on parle d'élection, mais il y a une psychose qui s'installe. Les gens ont peur, mais moi je n'ai pas peur. Parce qu'effectivement, ce n'est pas juste de créer de la peur et faire comprendre que celui qui vient vous gouverner, en toi, c'est un terme que les enfants emploient ici. Ils disent gagamou. Mais un chef d'État n'est pas un gagamou. Un gagamou qui veut dire quoi exactement? Exactement, selon l'imaginaire collectif enfantin. Ça dit qu'il fait peur. Mais nous, un chef d'État ne doit pas faire peur. Il est pour tous les Ivoiriens et c'est ce que nous souhaitons. Vous voyez? Donc il faudrait que les militants qui les soutiennent de part et d'autre, c'est-à-dire comprennent cela. Parce qu'effectivement, parce que quand on dit nous allons faire ceci, mais ce sont des militants qui ont plus de 35 ans, 45 ans. Mais s'ils arrivent à exécuter ce qu'on leur dit, ce ne sont pas les enfants. Mais c'est parce qu'ils sont omnubilés par ces propos-là. Mais est-ce que c'est aussi vrai? Reste à vérifier. Dans 50 ans, on sera situé qu'il y a des choses qui ne vont pas être aussi correctes.
Vous avez vu? Maintenant, pour revenir à votre occupation toujours, le contexte que nous observons, c'est qu'il est totalement différent de ce qu'on a vécu avant la crise post-électorale. C'est complètement différent. Ce ne sont pas les mêmes contextes parce qu'effectivement, on a une nouvelle configuration qui se présente et on a cette fois-ci 2 dames, n'est-ce pas, en tant que candidates. Cela montre un peu un changement notable. Vous voyez, on espère qu'effectivement, ils vont comprendre que la violence ne résout rien et même la violence politique ne résout rien. Et on doit aller ensemble dans un consensus de manière progressive à faire de la Côte d'Ivoire le pays que la Côte d'Ivoire est en termes, n'est-ce pas, de référence dans la sous-région. Et tout à fait. Donc, en résumé, bannir la violence du jeu électoral en Côte d'Ivoire, un pays. Il ne faudrait même pas institutionnaliser la violence. Tout à fait. Vous voyez, mais faire croire que c'est la violence qui permet d'avoir le poids. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est une lecture sociologique très sérieuse. C'est ce que ça veut dire. Et si vous croisez les bras, il y a des candidats qui sont venus, on les a vus. Mais ceux-là, et on aime qu'ils vont amuser la galerie. Non, mais il faut être dans le contexte de violence. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est malheureux de faire comprendre que la politique est comme une industrie de création de violence. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire qui poursuit sa marche vers la stabilité démocratique et la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui essaie de bannir la violence dans le jeu électoral au vu de la stabilité politique depuis quelques années dans le pays. Karel Goli, je reviens vers vous pour parler de l'engagement des femmes en politique. Il y a 2 candidates de femmes qui sont candidates à la présidentielle cette année, ce qui est une première dans le pays. Est-ce qu'il fallait s'y attendre forcément, vous qui êtes engagé sur les questions de femmes en politique? Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Alors, je pense que je n'ai pas un fait isolé, parce que déjà, ces femmes-là, ce sont des femmes aguerries, ce sont des femmes connues, ce sont des femmes dont on peut... Des femmes qui ont côtoyé le sommet de l'État dans le passé, une ancienne ministre et une ancienne ex-première dame. Au-delà d'être même ancienne ex-première dame, c'était aussi l'une des premières femmes députées, on va dire, dans l'hémicycle. Elle est cofondatrice de l'un des plus grands partis de l'opposition. Elle a remporté des prix. Donc oui, on a vraiment des femmes qui ont ce bagage politique, qui ont de la légitimité et aujourd'hui, c'est la résultante. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Peut-être une nouvelle ère parce qu'on a cette représentation-là qui peut accélérer la représentativité des plus jeunes. On a l'occasion de faire des plaidoyers, comme je le dis tantôt, mais qu'il faut continuer le travail qui a été fait parce que pour moi, au-delà de femmes connues, au-delà de femmes adhérées, les prochaines années vont voir de nouvelles figures féminines moins connues, plus jeunes, qui justement ont plus de temps pendant une décennie, pendant 5 ans, de pouvoir se former et d'oser sur les grands fronts politiques. Et selon vous, est-ce 2 candidatures féminines qui encouragent le leadership féminin en Côte d'Ivoire? Oui, toute action féminine encourage le leadership féminin parce que nous, on va du postulat féministe que ce que vous n'avez pas eu, ce à quoi vous n'avez pas été exposé, ce que vous n'avez pas reçu, vous pouvez très difficilement le recréer. Bien sûr. Donc, cette absence des femmes, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit en absence, on va dire, sur des représentativités, le fait de n'avoir pas grandi avec des exemples comme ça, a forcément impacté dans la sociologie, un certain comportement. Et aujourd'hui, quand on a des femmes qui sont entraînées au leadership féminin, qui sont entraînées sur ces thématiques, qui voient d'autres femmes passer le parrainage, être en train de prier, je pense que forcément, on se sent beaucoup plus légitime. Et pour nous, c'est un indicateur de toutes les façons de ce que ce combat-là est en train d'aller à certains niveaux. Abdourahmane Cissé, le combat des femmes pour être au devant de la scène politique, pour être plus représentées dans les instances de prise de décision, est-ce que vous sentez une forme de progression avec ces 2 candidatures féminines à ces présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire, une première fois que 2 femmes se retrouvent à une élection présidentielle? Ce sont 2 femmes candidates à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez justement que cela, aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, comme le disait Karel Goli, dans le combat pour une meilleure représentativité des femmes au devant de la scène politique? Exactement. Le fait que 2 femmes, n'est-ce pas, du système politique qui maîtrisent bien les rouages, surtout Mme Yves Babo, c'est-à-dire qui maîtrisent tous les rouages, au même titre que Mme l'a vu. Donc, c'est dire que c'est déjà pour. Mais on aurait souhaité peut-être que d'autres femmes, qui ne sont pas, n'est-ce pas, dans le système, c'est-à-dire impliquées fortement, dès que leurs aussi dossiers ont été certainement rejetés, ne sont pas là. Il y avait une femme, qu'elle était prophétesse, je ne sais plus, d'une confession religieuse, etc.
Mais dans tous les cas, si elle est d'une confession, elle peut être leader là-bas aussi. Donc le leadership se construit. Mais donc à ce niveau-là, c'est aussi un encouragement pour dire aux autres femmes que vous pouvez. Et c'est ce que même Madame Lavou, je pourrais rien vrai. Et le titre s'intitule de la manière suivante. Pourquoi pas une femme? Bien sûr. Donc, et justement pour vous, comment encourager ce leadership féminin? Vous parlez tantôt de voir plus de femmes être candidates à la présidentielle, plus de femmes être responsables politiques au devant de la scène politique. Comment encourager ce leadership féminin? Tout est psychologique. Hein. Il faut arriver à façonner les esprits, à ne pas faire comprendre que la femme doit jouer un second rôle. Et cela commence depuis l'enfance. Donc dans les écoles, s'il y a des clubs, il y a des associations, à les mettre comme leaders. Et ça, c'est important de développer le leadership. Parce que je connais un jeune homme, il était d'abord notre président de club. N'est-ce pas, quand nous étions au collège, il est resté toujours leader, il est devenu député par la suite, il a été ministre par la suite. Là, il a développé peut-être seul, de manière inconsciente, son leadership. Donc le leadership, il faut le cultiver, il faut l'entretenir. Parce que si vous prenez Mme Gbagbo, mais elle a fait un parcours. Contrairement peut-être même à Mme Lavou aussi qui a fait son parcours d'une manière ou d'une autre. Mais elle a fait son parcours. Donc ça dit c'est important. Parce que Mme Gbagbo, par exemple, elle a été la plante de la GEC à un moment donné. Donc c'est dit c'est un mouvement associatif, ça dit chrétien, mais elle a développé ce leadership depuis longtemps. Ça se construit plus. Vous voyez? Donc il faudrait donc initier, créer des cadres qui vont permettre à ces jeunes filles-là, n'est-ce pas, de se former au leadership. Et d'initier même des modules de formation dans ce sens, à leur endroit. Et je pense que dans 10 ans, les choses vont changer entièrement. Mais quand ils vont dire maintenant candidate aux élections, on n'aura que des femmes, certainement. Bien sûr. Karel Goli, vous, comment est-ce que vous voyez justement l'avenir des femmes en politique en Côte d'Ivoire? Je pense déjà que le fait d'être ici, en ma qualité d'actrice de la société, c'est déjà un indicateur. Comme je dis, ce sont des élections où on a eu beaucoup, en tout cas, d'engouement autour de la question. La question a été partagée, elle a été rediscutée encore une fois. L'avenir des femmes dépend, comme a dit M. Cissé, du leadership des cadres et des mots dans lesquels on va faire passer cette génération. Et je pense que ça a déjà commencé. Hein. On a déjà des programmes qui ont commencé. Mais il faut encore former la société politique. Quand on va des sociétés politiques, les femmes des partis politiques. Il faut maintenant que tout ce laboratoire d'idées, d'outils, de leadership se dirige de manière très expresse vers les bases militantes avec des approches de leadership, avec des approches de genre, transformer les structures internes des partis politiques, revoir les textes, revoir les manières de choisir. Enfin, il faut une éducation tout à fait holistique qui va toucher les structures de pouvoir et qui va véritablement impacter les femmes. Et aller vers les plus jeunes, parce que s'ils sont les moins difficiles à déconstruire, finalement, ce sont les plus faciles à construire. Et nous le faisons déjà avec les bâtons féministes sur des axes de citoyenneté, avec des très jeunes femmes. Donc, encourager les plus jeunes à se dire qu'il y a de la place pour elles également dans l'avenir. Oui, déjà, même pas qu'il y a de la place, que c'est leur pays, qu'elles ont le droit. C'est la question de droit de détermination. Là, nous ne sommes pas en train de parler d'élection de députés, nous sommes en train de parler de l'élection du président ou du chef d'État ou de la chef d'État. Donc, de dire qu'elles aussi peuvent diriger à un plus haut sommet ces aspects-là, mais ça passe par l'éducation de toutes les façons. Qu'elle soit sociale, éducative, religieuse, surtout associative. Abdourahmane Cissé, la Côte d'Ivoire poursuit sa longue marche vers la stabilité démocratique, la stabilité politique. Quel sera le rôle de la société civile? Sinon, c'est quoi l'engagement de la société civile ivoirienne pour ces élections et après ces élections? Vous voyez, la démocratie s'inscrit dans un contexte très large. On ne voit pas uniquement que les élections. Vous voyez, il y a la gestion du pays, ça c'est très important. Donc il faudrait que, au plan même politique, les programmes de politique publique qu'on initie, que la société civile soit impliquée avec les États. Mais la société civile joue un rôle de veille. Vous voyez? Et cela est très important. C'est ce qu'on appelle communément le contrôle citoyen de l'action publique. On doit intervenir à tous les niveaux. En termes de transparence, c'est très important. En termes de responsabilité sociale aussi. Donc pour revenir maintenant au contexte des élections, pour que la Côte d'Ivoire puisse effectivement comprendre qu'une élection n'est qu'un jeu, si on le sait, et qu'on doit transformer en violence tous les années, et comme même Mme Gbagbo et Yvette a dit hier à la télévision ivoirienne, j'ai bien suivi, qui n'a jamais eu de passation de charge entre les chefs d'État. Mais qu'est-ce qui a posé cela? Mais en fait,
c'est la violence qui le fait. Et puis de la manière dont on prend le pouvoir, effectivement. Donc il faudrait qu'on doit comprendre que la gestion ne se passe pas de cette façon-là. On doit comprendre, et ça c'est au niveau du feu, parce que nous, on n'est pas militants de partis politiques, nous sommes des militants de l'aspect civique en termes d'engagement citoyen. Et par rapport à cela, effectivement, il faudrait que la société civile continue son éducation citoyenne et que la population dans 10 ans puisse comprendre que tous ceux qui vont s'engager dans la violence, n'est-ce pas, ne seront pas pris en compte. On doit proscrire plutôt tout programme, même s'il est futuriste, mais émanant de quelqu'un qui exprime de la violence. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on doit évoluer, aller vers cette démocratie qui prône la paix et la paix se réalise. Parce qu'on dit la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est un pays de paix. Je dis bien c'est la paix, c'est un pays de paix. Mais il y a toute la contradiction avec toutes les violences occasionnées. Vous voyez, ça ne va pas si on est un pays de paix, mais logiquement, on doit proscrire la violence dans nos comportements. Mais au niveau même de l'expression, en termes d'éducation africaine, on ne peut pas insulter un aîné, on ne peut pas insulter les autorités. Si on le fait, mais on a complètement dévié de la trajectoire. Et ça, c'est important. Cela nous interpelle. Nous, on ne peut pas le faire. Si on le fait, on dit qu'on sera monte. Donc, on ne peut pas le faire. Ceux qui le font, bon, on ne sait pas ce qu'on leur a consigné dans leur culture propre. Mais nous, on ne peut pas le faire. À quelque niveau que ce soit ça, d'abord, ça, c'est propre à moi. Maintenant, pour revenir à la société civile, c'est ce travail constant et permanent qu'on doit faire. Éduquer les peuples. Éduquer et continuer à éduquer. Même sur fonds propres ou avec des fonds de certains bailleurs. De telle sorte que dans 10 ans, il y a un nivellement social intégral d'un peuple, je dirais, très fort, mais dans la paix et non dans la violence excessive. C'est ce que je voulais. Tout à fait. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé avec nous votre regard sur cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Abdourahmane Cissé, merci beaucoup à vous. Vous êtes acteur citoyen engagé sur les questions de gouvernance, de politique en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à vous, Karel Goli, féministe, activiste engagé sur les questions des droits des femmes en politique de façon générale. Et rapidement, oui, allez-y. Rapidement, je pense aussi que nous faisons passer des plaidoyers. En l'espèce, je vais profiter de votre micro. Nous sommes sur le plaidoyer de la loi et sur la santé de la reproduction, que la Côte d'Ivoire est la seule à ne pas disposer en francophone. Nous devions avoir cette loi depuis l'an 2000, mais aussi une loi contre les féminicides. Ce sont les meurtres sur les femmes que nous monitorons, comme a dit M. Cissé. Nous sommes des organisations de veille. Nous travaillons, nous avons des données, nous avons des analyses. Et je pense que c'est le lieu de demander au nouvel exécutif des lois qui vont vraiment cadrer, puisqu'on parle de femmes, de protection des droits citoyens, qui vont aller contre la restriction de l'espace cyclique et sur les droits des femmes. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Karel Goli. Merci. C'est nous qui vous remercions avec tout l'effort que vous faites depuis Dakar. Aujourd'hui, vous êtes à Abidjan. Donc, ça montre effectivement cette volonté d'informer nos peuples africains